Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a des personnes qui, bien qu'ayant connu de très grandes difficultés, s'en sortent néanmoins. Ces personnes n'ont pas de pouvoir magique, elles n'ont pas de super pouvoir, elles n'ont pas de gène particulier. En réalité, ces personnes, de manière souvent inconsciente, prennent des décisions qui vont configurer la manière dont elles réagissent aux événements, dont elles fonctionnent dans le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 10 décisions que prennent les résilients. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Dugois. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui rejoignent pour la première fois cette chaîne, je suis coach, formateur de coach, auteur et conférencier et résilient depuis 60 ans. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les 10 décisions que prennent les résilients. Alors restez bien jusqu'au bout parce que je vais aller crescendo en allant jusqu'aux décisions les plus importantes. Mais avant cela, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne parce que ça nous permet d'être plus nombreux à promouvoir la résilience et à la faire exister dans le monde. Vous pouvez aussi appuyer sur la cloche, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un mécanisme particulier qui est la manière dont les résilients fonctionnent dans leur relation au monde. Parce que quand on les voit, quand on voit la manière dont ils peuvent résister aux difficultés, en faire quelque chose et rebondir, on peut s'interroger. Ont-ils un pouvoir magique? Ils n'ont pas de pouvoir magique. Simplement, il y a des décisions internes, inconscientes, qu'ils ont prises. La première de ces décisions, c'est la lucidité. Lorsque un résilient, et passez-moi l'expression, est dans la merde, il ne se raconte pas que tout va bien. Il n'euphémise pas la situation, il ne cherche pas à en diminuer mentalement les difficultés, au contraire, il va entrer dans une très grande lucidité et c'est cette lucidité qui va lui permettre de regarder la situation telle qu'elle est, avec ses difficultés, avec la souffrance ou les douleurs qu'elle génère et qui va lui permettre de commencer le processus de résilience. Première décision, être lucide sur la situation. La deuxième décision que vont prendre les résilients lorsqu'ils sont face à des difficultés, c'est au fond une sorte d'optimisme fondamental. Avec cette idée, et moi-même je m'observe souvent, j'utilise ce tic de langage, ça va s'arranger. Il y a cette idée pour les résilients que lorsque je suis dans la difficulté, ça va tellement mal que de toute façon ça ne peut pas aller plus mal, donc forcément ça finira par aller mieux. Et cette idée fondamentale est au fond une décision qui est de décider d'être optimiste pour l'avenir, d'être optimiste sur la situation et de décider qu'au fond, à un moment, tout ira mieux. La troisième décision que prennent les résilients est une décision dont ils n'ont souvent pas du tout conscience et qui pourtant peut faire la différence. C'est cette idée qu'il y a toujours une solution. Face à une difficulté, face à une situation qui pourrait abattre quelqu'un, qui pourrait le rendre totalement déprimé, qui pourrait faire que la personne renonce à affronter, les résilients vont avoir cette idée au fond d'eux, c'est qu'il faut chercher, il faut se renseigner, il faut trouver, mais il y a forcément quelque part une solution à leurs difficultés. Cette idée de « il y a toujours une solution », c'est une forme de bricolage avec le réel, une manière d'assembler ensemble des choses qu'on ne met pas ensemble habituellement et qui fait que les résilients vont réussir effectivement à trouver une solution là où d'autres n'en verront pas. La quatrième décision que prennent les résilients et qu'ils ont souvent prise parce qu'ils ont connu des chocs et des difficultés, c'est d'être à l'affût. Lorsque, à un moment, j'ai connu une situation extrêmement tragique, difficile, lorsque j'ai été maltraité, lorsque j'ai subi un deuil, lorsque soudainement j'ai perdu mon poste dans mon entreprise, pour ne pas me faire avoir une seconde fois, pour ne pas être surpris une seconde fois, je vais prendre la décision intérieure, de manière très très inconsciente également, d'être à l'affût. Et les résilients ont une sorte d'acuité par rapport à l'environnement qui leur permet d'anticiper ce qui va se passer et du coup de mieux se protéger et de rebondir lorsque c'est nécessaire parce que cette acuité leur permettra de voir des mécanismes à l'œuvre ou des
événements en cours de préparation que d'autres ne verront pas. La cinquième décision que prennent les résilients, qui est une décision quasiment automatique et qui est un processus mental, c'est de recourir à leur imaginaire. Ça vient de ce que, lorsque je suis confronté à une très grande difficulté, lorsque j'ai à aborder une situation dramatique, tragique, je vais avoir besoin à un moment, pour résister au réel, pour ne pas être détruit, démoli par la situation, je vais avoir besoin de recourir à mon imaginaire et notamment de futuriser, c'est-à-dire de penser à l'après, de penser à comment ce sera mieux lorsque ce sera fini. Et ce mécanisme-là me permet de m'absenter psychologiquement dans le moment où je vis le choc. Et c'est cette absence qui me permet d'y résister et de l'accepter en partie. La sixième décision que prennent les résilients, c'est une décision qui n'est pas facile et que chacun d'entre nous peut vivre en fonction de ce qu'il a pu vivre avant, en fonction de sa propre psychologie, voire de sa culture. C'est d'accepter de demander de l'aide. Les résilients ont cette capacité particulière d'être capables de demander qu'on leur tende la main, demander d'être soutenus, demander d'être accompagnés. Et cette capacité, qui n'est pas du tout une capacité anodine, parce qu'elle va mettre chacun devant un certain nombre de mécanismes, comme la fierté, comme la peur de déranger, comme l'idée qu'on ne mérite pas d'être aidé, eh bien cette capacité de demander de l'aide va faire la différence, parce qu'en réalité, chacun d'entre nous, nous avons autour de nous, que nous le sachions ou pas, beaucoup de gens qui sont prêts à nous donner de l'aide. La septième décision que prennent les résilients est une décision que je pourrais appeler une décision de mindset. C'est une sorte de croyance fondamentale qui va faire la différence entre une personne qui fait face aux difficultés et une personne qui au contraire ne va pas y faire face. Cette décision de mindset, c'est une sorte de phrase intérieure où le résilient se dit « je vais m'en sortir ». C'est-à-dire qu'il y a une sorte de conviction sur soi qui est que quelle que soit la difficulté, je vais m'en sortir. À la fin, j'aurai le dessus. Et cette idée profonde, cette croyance qui est ancrée, qui est complètement intégrée à la personne, va faire qu'elle va avoir une capacité plus importante de résister, va lui donner de la ténacité, va lui donner de l'optimisme et va servir de socle aux décisions précédentes. Et puis j'arrive maintenant aux dernières décisions que prennent les résilients, qui de mon point de vue sont les décisions les plus importantes, même si chacune des autres que je viens de citer a son importance dans le dispositif. La huitième décision que prennent les résilients, qui est vraiment une décision et qui n'ont pas une conséquence comme on pourrait le penser, c'est d'avoir de la chance. Les résilients décident d'avoir de la chance. Ils décident qu'à un moment, il y aura le bon coup de pouce, il y aura la personne, il y aura l'information qui font qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Il ne s'agit pas de se dire j'ai de la chance et je vais aller jouer au loto, ce n'est pas du tout cette question. C'est cette idée de je me dis qu'au fond, je suis quelqu'un qui a de la chance. La neuvième idée et la neuvième décision que prennent les résilients, c'est de s'appuyer sur des tuteurs de résilience. Dans notre société, nous avons la chance d'avoir beaucoup de personnes qui sont des tuteurs de résilience. Ça peut être des enseignants, ça peut être des membres de ma famille, ça peut être des animateurs sportifs, ça peut être des militants, ça peut être peu importe des amis, mais ce sont des personnes qui ont une caractéristique particulière, c'est que je vais pouvoir m'appuyer sur elles, soit sur leur exemple, soit sur leurs conseils, soit sur leur réseau, peu importe, mais ces personnes vont me permettre, un peu comme une plante qui s'appuie sur un tuteur pour grandir et pour s'épanouir, et bien de la même manière, le tuteur de résilience va aider la personne petit à petit à mobiliser ses qualités, à réussir ce qu'elle a besoin de réussir. Les résilients décident d'avoir des tuteurs de résilience. Très souvent, ils mobilisent des tuteurs de résilience et ils ont besoin en réalité qu'on leur nomme le processus pour se dire « Ah oui, il y avait telle personne ». D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir la conférence TEDx que j'ai réalisée il y a quelques années qui s'appelle « Être là pour quelqu'un » et qui traite
spécifiquement le sujet des tuteurs de résilience et je vous remets le lien avec cette conférence dans la description de cette vidéo. Et puis la dernière décision que prennent les résilients, qui est une décision fondamentale, c'est pour ça que je vous la donne en dernier parce qu'elle change tout, c'est que les résilients prennent la décision de faire des difficultés vertus, de faire nécessité vertu, de faire des difficultés vertus, c'est-à-dire qu'au fond, les difficultés qu'ils abordent deviennent autant de nourriture, autant d'occasions, autant de processus qui leur permettent d'apprendre, du coup de grandir, du coup d'être encore plus résilients. Ces décisions, qui sont souvent inconscientes, constituent en réalité la posture des résilients. Bien entendu, selon les personnes et selon les situations, peut-être que toutes ces décisions ne sont pas simultanées. Et pour vous-même, qui vous intéressez à la résilience, puisque vous regardez cette vidéo, si vous réfléchissez à ces 10 décisions, il est probable que vous avez pris certaines de ces décisions. Et c'est intéressant pour vous de vous créer, par exemple, et ce sera l'exercice de cette vidéo, une échelle de résilience. C'est-à-dire de simplement pouvoir vous noter de 0 à 5 sur chacune des 10 décisions et de vous donner un score. Et au fond, quand vous regardez ces 10 décisions, quel score de résilience vous vous donnez, quelle échelle de résilience vous vous donnez. L'intérêt pour vous de faire cet exercice, c'est d'abord de prendre conscience qu'il y a des décisions que vous avez prises, mais vous n'aviez pas conscience que vous les avez prises. Et le fait simplement d'en prendre conscience va les renforcer. Et le deuxième avantage de faire cet exercice d'échelle de résilience, c'est que ça vous permet aussi de voir que peut-être certaines décisions, vous ne les avez pas encore prises. Et que peut-être vous pourriez les prendre et que ça pourrait vous permettre de mobiliser encore davantage votre processus de résilience pour être plus fort dans les prochaines difficultés. Parce que ça, c'est une chose que l'on sait, c'est que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, moi, d'autres, nous aurons dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir et dans les années à venir, des difficultés à affronter. Pour une raison simple, c'est que dans la vie, il y a des difficultés et que très peu nombreux sont les personnes qui n'ont jamais en affronté. Et donc être capable d'être conscient de sa posture, conscient de ses décisions et d'être capable du coup de les augmenter par la conscience et en allant chercher celles sur lesquelles je ne me suis pas mobilisé, c'est me préparer avant le choc à comment je vais faire du choc un processus d'apprentissage. J'en ai terminé par cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.